Bien, chers amis, on va commencer ce cours. Bien, c'est appréciable, ce silence soudain. Alors, cours qui a une particularité, c'est que, comme vous l'avez peut-être vu, je vais le diffuser en direct sur Facebook. Vous n'êtes pas filmés, donc vous n'êtes pas maquillés, vous n'avez pas tous vos cravates, ça n'est pas dramatique. Il n'y a que moi que l'on voit, et je précise que ce n'est pas un cours qui est fait sous format Facebook, c'est juste pour... il n'y a pas de technique particulière, c'est juste pour que vous puissiez réécouter ce cours, d'une part, et puis pour que des personnes qui ne sont pas là puissent assister au cours. Voilà. Si ça ne marche pas, si c'est compliqué, on arrêtera. C'est vraiment une expérience. En tous les cas, donc on est parti avec ce cours de droit des sociétés 1, puisque comme vous le savez, notre enseignement comprend un premier semestre de droit général des sociétés et un deuxième semestre de droit spécial des sociétés. Donc, premier semestre, on va voir le contrat de société, la personnalité morale, on va voir les grandes règles de fonctionnement des sociétés, les associés, les dirigeants, et ensuite, au deuxième semestre, on verra les différentes formes de société, SARL, société par action simplifiée, société anonyme, société civile, voilà. Et l'idée, c'est qu'on va beaucoup utiliser pour le deuxième semestre ce qu'on aura vu pour le premier semestre, et au premier semestre, on ne va pas rester dans le trop général, puisqu'on va voir aussi précisément des exemples avec comment fonctionne une SARL, etc., etc. Bon, donc nous attaquons ce cours. C'est une matière qui est importante, c'est une matière qui est celle qui régit la manière dont fonctionnent les sociétés. Donc une entreprise organisée sous forme de société, qu'elle ait un seul associé ou qu'elle ait plusieurs associés, comment est-ce qu'elle fonctionne? Eh bien, avec des règles qui sont les règles que nous étudions dans ce cours. Alors, ce droit des sociétés, c'est une matière qui est une matière technique, qui est une matière importante, qui est une matière qui est beaucoup utilisée en pratique, parce que précisément, eh bien, il y a des entreprises à faire fonctionner, à faire correctement fonctionner, et ces entreprises, eh bien, il faut qu'elles soient sûres de leur coût, c'est-à-dire que si vous faites fonctionner une entreprise avec des règles qui vont être remises en cause par la suite par un associé qui considère qu'on a pris la décision à telle majorité, mais qu'en réalité il fallait la prendre à l'unanimité, que lui n'était pas d'accord, par exemple, eh bien, vous allez vous retrouver avec une décision importante pour une entreprise qui pourra être contestée. Et ça, précisément, eh bien, autant que possible, il faut l'éviter. Il faut penser qu'une entreprise, eh bien, derrière, il y a des gens qui ont investi de l'argent, les associés, il y a des gens qui y mettent leur vie, les salariés, il y a les fournisseurs, les clients, etc. Donc, bien évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi avec une société. Et voilà pourquoi cette matière a une importance toute particulière. Alors, vous aurez un plan qui sera diffusé avec... les différents chapitres de ce cours. De quoi est-ce que nous allons parler? Nous allons faire une introduction qui va nous occuper pendant les 2 premières séances. Introduction où nous allons voir 2 choses qui sont d'une part les sources du droit des sociétés. Où est-ce qu'on trouve le droit des sociétés, à la fois d'un point de vue formel, dans quelle revue, dans quel livre vous allez chercher, et d'un point de vue plus juridique, quelle est la valeur respective des textes du droit des sociétés, quelle est la valeur du droit européen des sociétés. Bon. Pour ceux qui sont assis par terre, je rappelle qu'il reste au moins 10 places au tout premier rang, c'est-à-dire droit devant moi, mais voilà, c'est un inconvénient, c'est qu'on me voit de près, mais venez monsieur, vous serez mieux quand même qu'assis par terre. Donc, source du droit des sociétés, et deuxième point, définition et classification des sociétés, l'idée étant que, dans cette introduction, ce que l'on va voir, ce ne sont pas des choses... Ce n'est pas la partie générale d'une introduction où ça ne sert pas. Oui, on va parler un tout petit peu d'histoire du droit des sociétés, mais on aura 1 minute d'histoire du droit des sociétés. Il y en aura beaucoup plus par la suite quand on aura l'occasion d'évoquer pourquoi telle règle est comme cela. Eh bien, c'est parce qu'il y a un historique à évoquer, mais on ne va pas faire 1 heure sur l'évolution au fil des âges des sociétés, parce que pour le moment, ça ne m'est pas très utile pédagogiquement. L'idée, c'est qu'on va surtout voir les grandes classifications, ce qui vous permettra, quand vous ferez un commentaire d'arrêt, par exemple, d'utiliser cette introduction. Pourquoi? Parce que quand on va dire qu'il y a, par exemple, les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes, l'idée, c'est que ces grandes catégories,
elles vous serviront dans un commentaire d'arrêt. Vous faites un commentaire d'arrêt sur une société civile, ça fait partie des sociétés de personnes, eh bien vous vous demanderez, est-ce que la solution qui vaut pour les sociétés civiles, est-ce qu'elle vaut aussi pour les autres sociétés de personnes, et est-ce qu'elle vaut éventuellement pour les sociétés de capitaux? Voilà le genre de choses que vous allez envisager grâce à ces classifications. On verra les sociétés avec et sans personnalité morale, les sociétés civiles et les sociétés commerciales. L'idée, c'est de vous donner, pardon de parler comme ça, mais des billes, des éléments de réflexion pour que, dans un commentaire d'arrêt, vous puissiez faire autre chose que dire « la Cour de cassation a dit que », et puis voilà, je peux rentrer chez moi et je n'ai pas grand-chose à dire. Le commentaire d'arrêt, c'est un exercice qui est assez compliqué, mais qui est assez utile parce que ça forge votre intelligence de juriste. Vous apprenez à vous poser les bonnes questions. Et ça, c'est quelque chose dans lequel j'estime qu'il est important de vous faire progresser au niveau de cette 3e année. Ensuite, notre cours, comment sera-t-il construit? Eh bien, nous aurons un chapitre 1er sur le contrat de société, un chapitre 2 sur la société en tant que personne morale, un chapitre 3 consacré aux associés, un chapitre 4 consacré aux dirigeants et un chapitre 5 consacré au fonctionnement de la société. Et on verra le fonctionnement courant de la société et on verra aussi les mutations de la société, les grandes opérations du type fusion, scission, transformation, dissolution, bref, des choses assez difficiles à prononcer, comme vous le voyez, donc ça fait exercice de diction par la même occasion. Bon, voilà pour ce que sera notre voyage ensemble dans le droit des sociétés 1. On commence tout de suite avec l'introduction, et on va évoquer dans cette introduction 2 points qui sont, paragraphe 1er, les sources du droit des sociétés, et paragraphe 2, définition et classification des sociétés. Alors, paragraphe 1er, les sources du droit des sociétés. On va voir 2 points. On va voir où trouver le droit des sociétés, les sources d'un point de vue matériel, et on verra ensuite, d'un point de vue plus juridique, ce que sont les différentes sources du droit des sociétés et quelle est leur valeur respective. Donc, grand A, où trouver le droit des sociétés? Où trouver le droit des sociétés? Plusieurs sources. Première source qui sera importante pour vous, c'est le Code des sociétés. Dans le Code des sociétés, qui est un code qui n'existe pas, c'est une blague que je fais régulièrement. Alors, tel que vous me voyez, je suis en train de fouiller dans mon sac pour sortir mon Code des sociétés. Donc voici, c'est une publicité gratuite pour un Code des sociétés d'un éditeur, mais il y en a plusieurs. Donc ça, c'est le Code des sociétés d'Alloz. Ce Code des sociétés, c'est un ouvrage qui n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas officiellement de Code des sociétés. Le législateur a fait un certain nombre de codes, code civil, code de commerce, code du travail, etc., etc., mais il n'a pas fait de code des sociétés. Ce sont les éditeurs qui un jour se sont dit, eh bien, on va mettre ensemble un certain nombre de textes du code civil, du code de commerce, des lois spéciales, et on va rassembler tout ça dans un code qu'on va appeler Code des sociétés. On va y mettre aussi de la jurisprudence, et on aura du coup fait un Code des sociétés. Pourquoi est-ce que je vous dis que ça n'existe pas? Parce que c'est important pour vous de ne pas citer un article du Code des sociétés. Je l'ai déjà écrit ici ou là, vous l'avez peut-être lu, je le mets parfois dans des articles ou dans des ouvrages. Un étudiant qui cite un article du Code des sociétés montre qu'il ne connaît pas bien la matière, parce que ça veut dire qu'il n'a pas compris comment est organisée la matière. Ça veut dire qu'il n'était pas là dans les premières minutes de ce cours, qui sont les minutes les plus importantes, celles où nous prenons contact, et ça veut dire qu'il n'a pas écouté ce point important. Donc le Code des sociétés, c'est un code d'éditeur. Vous regardez dans le Code des sociétés et vous voyez des articles du Code civil. Un article qui va beaucoup nous occuper, c'est l'article 1832 du Code civil, qui est l'article qui nous donne les éléments constitutifs de la société.
Eh bien, cet article 1832 du Code civil, si quelqu'un écrivait article 1832 du Code des sociétés, il serait instantanément frappé par la foudre, et s'il écrit ça plusieurs fois de suite dans sa copie, une fois à la rigueur, il a eu un moment de faiblesse pendant l'examen, mais plusieurs fois, il montre qu'il ne maîtrise absolument pas la manière dont est structurée cette matière. Donc, vous comprenez bien que vous ne citerez jamais le Code des sociétés. C'est presque aussi grave que celui qui cite, ça vous est peut-être arrivé un jour de grande fatigue, que celui qui cite par exemple article 1832, 23e, parce qu'il n'a pas compris que c'est la 23e référence de jurisprudence donnée par le Code d'Allos ou l'ITEC sous l'article 1832, et il croit donc que c'est la loi qui est... Je l'ai déjà vu dans des copies, peut-être dans les vôtres, qui sait, non, je plaisante, mais en tous les cas, oui, je l'ai déjà vu, en tous les cas, pensez que ce n'est pas le Code des sociétés qu'il faut citer, c'est Code civil, Code de commerce, ou les lois spéciales, ou la jurisprudence, mais donc vous ne citez jamais le Code des sociétés. C'est un ouvrage qui est très important, ce Code des sociétés, parce qu'il comporte tous les textes et la jurisprudence qui vont nous servir, et même beaucoup plus en réalité. C'est un code qui est commenté, vous avez quelques commentaires qui sont sous les principaux articles de ce code, qui sont faits par des auteurs de la maison qui édite le code. Bon, ce sont des commentaires intéressants. Alors, j'autorise le code dans les différents examens. Je le dis tout de suite. Je l'autorise parce que je ne considère pas utile que vous deviez apprendre par cœur des textes, ça me semble même absurde. Vous allez apprendre par cœur des textes qui vont changer dans les 6 mois ou dans les années qui vont suivre. Vous aurez appris par cœur des choses qui auront changé. Bon, comment vous faites après pour... Voilà, vous finirez 30 ans plus tard en récitant des textes que plus personne ne connaît. Oui, je le connais par cœur. Oui, mais c'est plus ça. Ah oui, mais j'ai pas mémorisé les différentes modifications du texte. Donc, vous n'apprenez pas par cœur. Vous finissez parfois par connaître certaines choses par cœur parce que vous les avez beaucoup vues, mais vous n'apprenez pas par cœur. Voilà pourquoi vous avez droit au code lors de l'examen. Oui, mais c'est un code commenté, il y a tout dans le code. En 3 heures, chers amis, bon courage. Si vous ne connaissez pas du tout des choses pour les découvrir en 3 heures, ah oui, il y a un commentaire parfait. Bon, moi aussi, j'ai le code, donc si dans les copies, on voit que c'est le commentaire du code qui est repris tel quel, peut-être que vous n'allez pas avoir une aussi bonne note que vous l'espériez. Première chose. Deuxième chose, vous pouvez stabiloter ce code. Je vous recommande même de le faire. Alors, je réponds à une question qui est posée en rafale quelques jours avant l'examen. Stabilo, oui. Pour les passages, il y a tellement de choses. Le code, il fait combien? Il fait 2800 et quelques pages. 2800 et quelques pages, ça veut dire qu'il y a plein de choses dedans. Quand vous voyez un article important, une jurisprudence importante, stabilo, comme ça, c'est quelque chose que vous avez vu, que vous avez repéré. Post-it, petit post-it pour marquer les différentes parties du code si vous voulez, mais attention, parce que là, on va vers le côté obscur de la force. Post-it avec des trucs écrits dessus, non. Et alors, trucs écrits dans le code, là, pas du tout, parce que pendant l'examen, figurez-vous, il y a des gens qui vont vérifier les codes, et s'ils voient des choses écrites dans votre code, alors vous allez être accusé de fraude, mais c'est mon code, c'est pas mon code, c'est celui que j'ai pris à la bibliothèque, etc. Oui, alors il y a une commission de discipline qui statuera pour ça, mais c'est un peu dommage de se retrouver embêté. En plus, le jour de l'examen, si vous devez être en train de penser « Ah mon Dieu, ils vont voir ce que j'ai écrit, oups, non, attention, le voilà, il revient vite, ah non, mon code sous la table, etc. » Vous imaginez que c'est pas excellent pour votre concentration. Donc, voilà, vous pouvez stabiloter. Alors, ne faites pas, j'imagine que même avec le stabilo, voilà, vous stabilotez des lettres pour mettre un cours qui est caché dans votre code et vous allez retrouver, alors qu'est-ce que j'ai écrit déjà? C plus O plus U plus... Ah, je ne comprends plus rien. Bon, là encore, 3 heures, c'est très court. Et si vous passez du temps à faire ce genre d'anti-sèche, à mon avis, vous pouvez utiliser ce temps pour apprendre votre cours. Et je pense que vous le connaîtrez par cœur largement sans faire ça. Bien. J'ai bien dit qu'il ne fallait pas apprendre par cœur. Hein. C'est connaître par cœur, ça peut arriver, mais apprendre par cœur,
Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si vous adorez tous les soirs vous mettre devant votre glace et vous réciter des passages entiers du code, faites-le. Voilà, ce sera pour notre plus grand bonheur. On pourrait même organiser à la fin un concours de récitation d'articles du code des sociétés. Non, il n'y a pas de code des sociétés, vous avez bien compris. Alors, ça c'était pour le code des sociétés. Ensuite, nous avons les ouvrages. Alors les ouvrages, c'est important puisque vous avez sur le marché une quinzaine ou vingtaine de manuels différents qui sont consacrés au droit des sociétés, manuels qui sont qui sont tous différents parce que chaque auteur a sa personnalité, mais qui forcément, à un moment donné, vous racontent un petit peu la même chose, ou alors c'est qu'ils sont un peu étonnants. En tous les cas, on va vous emmener dans le droit général, puis dans le droit spécial des sociétés. Alors, je le fais assez librement. Hein. Il y a les manuels les plus utilisés par les étudiants, c'est quoi? C'est l'ouvrage de Philippe Maire, c'est l'ouvrage qu'on appelle le Causian Viandier de Boissy. Vous avez l'ouvrage que je fais avec Paul Lecanu, qui est le précis. L'ouvrage de Philippe Merle, c'est le précis d'Alloz. Causian Viandier de Boissy, c'est l'ouvrage Litec. Celui avec Paul Lecanu, c'est chez Montchrétien. C'est des ouvrages qui sont tous assez assez complets, assez détaillés. C'est des manuels, mais qui vont quand même pas mal vers le traité. Pour préparer des TD, c'est bien. Après, vous avez en dessous, en termes de contenu, vous avez un certain nombre d'ouvrages. Je ne fais pas la liste, mais vous avez les différents ouvrages de type cours, etc. Et au-dessus, vous avez des ouvrages qui sont des ouvrages plus pour les praticiens, Méminto-Lefebvre, l'AMI Société Commerciale et les encyclopédies juridiques, c'est-à-dire Juris Classeur et Répertoire d'Alloz Société. Pour une première approche, et même pour préparer un TD, un ouvrage de type cours, plus le cours qu'on fait ici, plus votre code, ça va. C'est mieux si vous utilisez un ouvrage un peu plus consistant. Et si vous avez un exposé à faire ou un travail plus approfondi, vous utilisez à ce moment-là un ouvrage, soit les encyclopédies, soit Méminto-Lefebvre, l'AMI, etc. Vous allez vous repérer là-dedans. Je ne donne pas de conseils particuliers sur les manuels parce que je crois que chacun, vous êtes assez grand pour aller en librairie, regarder l'ouvrage qui vous semble convenir le mieux. Bon, j'ai un ouvrage qui est assez proche de ce cours, mais voilà, c'est pas du tout une... je ne veux absolument pas faire de publicité, surtout en direct sur Internet. Donc, je m'arrête là tout de suite. Vraiment, c'est un ouvrage qui en vaut d'autres, mais les autres le valent aussi. Donc, voilà, je ne veux pas du tout vous inciter à des achats. L'achat le plus important pour moi, ou l'emprunt le plus important, je n'ai pas dit le vol le plus important, c'est le code des sociétés, parce qu'il faut que vous ayez sous les yeux les textes et que vous ayez les références jurisprudentielles. Pour répondre à une question qui arrive souvent également, est-ce qu'il est important d'avoir la dernière édition? C'est toujours mieux d'avoir la dernière édition. On fait en sorte que l'examen ne dépende pas d'avoir le tout dernier texte. Le succès à l'examen ne dépend pas du fait que vous avez accès à la dernière version de tel texte. Mais si vous avez un code qui a déjà plusieurs années, la loi a pu être modifiée plusieurs fois et ça devient un peu gênant. Alors, on est compréhensif, mais à un moment donné, il faut quand même essayer de travailler sur le droit positif et pas sur l'histoire du droit des sociétés. Donc, les ouvrages, je crois qu'on a dit les choses. Alors, deux précisions quand même sur les ouvrages. Sur les ouvrages, vous avez... je ne sais pas si vous l'utilisez beaucoup, mais Domino, vous savez, votre application de l'université sur laquelle vous avez accès aux grands éditeurs juridiques, Dalloz, Lextinso, LexisNexis, Édition Francis Lefebvre. Ça veut dire que vous avez accès à tout le Juris Classeur, à tout le répertoire d'Alloz Société, à l'encyclopédie Jolie Société, j'avais oublié de la citer. Donc voilà, vous avez accès à ces différentes sources. Et vous y avez un accès qui est... complètement ouvert et gratuit, donc c'est une grande chance. Utilisez ça parce que c'est des abonnements qui coûtent particulièrement cher. Donc, particulièrement cher à l'échelle
de nos budgets. Donc ça, c'est une chose. Et puis, autre observation, sur Internet, vous trouvez pas mal de choses, pas mal de doctrines, on va dire, électroniques. Beaucoup d'avocats ont des blogs, mettent sur le site de leur cabinet des éléments d'actualité. Donc voilà, vous avez pas mal de choses que vous trouvez. Si vous tapez Google et des notions de droit des sociétés, vous allez avoir pas mal de choses qui vont remonter. Après, Internet, c'est du bon et du moins bon. Donc il y a un type qui peut écrire absolument n'importe quoi et vous aurez, il n'y a pas marqué, attention, c'est n'importe quoi. Méfiez-vous aussi des sites francophones. Vous êtes persuadé que vous avez une analyse pointue en droit des sociétés français. Manque de bol, vous n'avez pas regardé et c'est un site marocain. Je n'ai absolument rien contre le droit marocain, sauf que ça n'est pas le droit français, donc méfiez-vous, tout ce qui est en français ne concerne pas le droit français, ça peut être du droit canadien, ça peut être du droit suisse, ça peut être plein d'autres choses, mais en tous les cas, sur Internet, il y a pas mal de choses. J'ai aussi un blog qui est très consulté, j'ai souvent des grands moments de joie suivis de grands moments de tristesse ou de... Voilà, on me ramène à la réalité parce que je vois parfois, il y a eu 2000 consultations aujourd'hui sur votre blog. Vous savez, sur WordPress, on vous dit vos statistiques sont en hausse. D'habitude, c'est, je sais pas, quelques millions. Non, d'habitude, c'est... Ouais, vous savez, c'est le problème. Si vous faites un tutoriel sur le maquillage, il y a des millions de vues. J'en fais pas. Hein. Mais vous en faites, il y a des millions de vues. Et puis, vous faites une vidéo sérieuse sur comment réussir tel ou tel exercice juridique ou tel arrêt important. Et puis là, vous avez 35 vues, 36. Ah, chouette, voilà. Bon, voilà. Donc... c'est un peu parfois décevant, mais non, on me dit que j'ai 2500 vues. Alors, je me dis, mais ça y est, enfin, la célébrité est arrivée après des années passées à faire tout ce que je pouvais pour me rendre visible sur Internet. Ça y est, voilà, je deviens le Cyprien ou le Dondero fait des vidéos du web. Et puis, en fait, non, je me rends compte que c'est la veille de l'examen. Et puis, voilà. Et le lendemain, on revient à 34 vues. Bon, non, c'est un peu plus que 34, mais bon. Bref, donc vous avez ce blog qui s'appelle très modestement www.brunodondero.com et je signale que je ne touche absolument rien. Ça me permet simplement de communiquer. Donc il m'arrive de mettre des commentaires d'arrêt, de les mettre... j'en mets dans les revues juridiques, mais je peux en mettre aussi directement sur ce blog, ou s'il y a des choses qui me semblent une réforme importante, eh bien je vais peut-être la mettre, ou je vais sûrement la mettre aussi sur ce blog. Donc c'est un moyen. Alors parfois vous me posez des questions par le biais de ce blog. Donc des fois il y a des surprises. Monsieur, quel est le type de sujet que vous allez poser? Ça, enfin le type de sujet, on va en discuter. Vous aurez des informations. Mais quelle est question récente? Quel est l'arrêt le plus important de l'année en droit des sociétés? Bon, enfin, moi je veux bien répondre, mais après, voilà, si j'ai des réclamations sur le fait que ça n'est pas tombé à l'examen, bon, tout n'est pas... tout ce qui est très important ne tombe pas forcément à l'examen. Bon. Donc, ça c'était donc sur les ouvrages. Dernier point, les revues. Vous avez un certain nombre de revues qui sont là encore accessibles par le biais de Domino. Donc revues qui sont, pour le droit des sociétés, vous avez une série de revues qui sont des revues spécialisées en droit des sociétés. Vous avez la revue Droit des sociétés chez LexisNexis, vous avez la revue des sociétés d'Alloz, vous avez le bulletin Joly Société, donc chez Joly c'est l'Extinso. Voilà, ces trois revues notamment, qui sont les publications spécialisées en droit des sociétés. Et après, vous avez la semaine juridique édition entreprise chez LexisNexis, avec des chroniques en droit des sociétés. Vous avez chez Dalloz le recueil Dalloz que vous connaissez, avec aussi une chronique annuelle en droit des sociétés. À la revue trimestrielle de droit commercial, vous avez des chroniques en droit des sociétés, j'en anime une. À la Gazette du Palais, vous avez une édition spécialisée droit des sociétés 4 fois par an, j'en suis responsable. Vous avez aussi à la revue trimestrielle de droit financier du droit des sociétés. Ça peut durer assez longtemps comme ça. Bon, vous n'avez pas à lire toutes les revues, mais quand vous avez un arrêt à commenter en travaux dirigés, par exemple, allez regarder au moins un commentaire qui a pu être fait sous l'arrêt, parce que, eh bien, ça vous donnera quelques idées.
Peut-être ne le faites pas immédiatement, commencez par vous-même, vous demandez quelle analyse vous faites de l'arrêt, et vous irez ensuite voir quelle analyse tel ou tel professeur ou tel avocat a pu faire de l'arrêt. Bon, sur les revues, je m'arrête là parce que, encore une fois, on aura l'occasion en pratique d'y revenir en évoquant tel ou tel article ou telle note de jurisprudence. Ça, c'était sur où trouver le droit des sociétés. Grand B maintenant, les sources proprement dites du droit des sociétés. Donc là, on va être moins matériel et plus juridique, et on va voir précisément la valeur respective des différentes sources qui font le droit des sociétés. Alors, il y a au moins 4 types de sources qu'on va évoquer, ou plus exactement 3, et une catégorie plus fourre-tout, les textes, la jurisprudence, la doctrine, et on verra ensuite les autres sources. Donc les textes, eh bien évidemment, le type de texte qui nous intéresse le plus, c'est la loi. La loi codifiée ou non codifiée. Codifiée parce que vous avez le code civil et le code de commerce qui sont les 2 codes qui vont nous intéresser le plus. Dans le code civil, vous avez un titre consacré à la société, c'est les articles 1832 et suivants du code civil. Et vous avez 3 chapitres dans ce titre du code civil. Vous avez celui qui va vraiment nous intéresser le plus au premier semestre, c'est le chapitre consacré au droit commun des sociétés, c'est-à-dire aux dispositions qui s'appliquent à toutes les sociétés. Vous avez un deuxième chapitre qui concerne, c'est les articles 1845 et suivants, qui concernent les sociétés civiles, donc une forme particulière de société. Et vous avez un dernier chapitre un peu plus anecdotique qui concerne la société en participation et la société créée de fait. On va en parler au cours de ce semestre. Ce sont des sociétés sans personnalité morale, moins formelles. C'est des sociétés créées de fait, ça veut dire une société que le juge reconnaît du comportement des parties. Mais ce n'est pas une société qui a des statuts qui ont été déposés au registre du commerce et des sociétés. C'est une société qui est constatée à partir du comportement des parties. Et la société en participation, c'est une société dont généralement on signe des statuts, mais on ne dépose pas ces statuts au registre du commerce et des sociétés, donc il n'y a pas d'immatriculation à ce registre, et la société reste un simple contrat de société. Elle n'est pas une personne juridique, elle n'est pas une personne morale. Donc ça, c'est dans le Code civil. Et dans le Code de commerce, vous avez un livre entier du Code de commerce, qui est le livre 2, qui est consacré aux sociétés commerciales. Donc les sociétés commerciales ont un livre entier, livre 2 du Code de commerce, et ce livre 2 du Code de commerce, il a une numérotation qui est particulière. Vous avez déjà vu le contenu du Code de commerce précédemment, mais vous avez, par exemple, les textes sur la SARL, c'est les articles L223-1 et suivants du Code de commerce, et vous avez dans la partie réglementaire, article R223-1 et suivants du Code de commerce. Donc voilà, vous avez à la fois le Code civil et le Code de commerce. Vous avez d'autres codes qui nous intéresseront, mais un peu moins au cours de cette année. C'est le Code monétaire et financier. Vous avez des dispositions qui intéressent notamment les sociétés cotées que vous trouvez dans le Code monétaire et financier. Et puis vous avez des lois spéciales, mais pour tout dire, il n'y en a pas énormément qui nous intéresseront, puisque la plupart des dispositions que nous verrons sont des dispositions qui ont été codifiées au sein du Code, essentiellement du Code de commerce. Ça, c'est pour la loi, pour les textes et particulièrement pour la loi, plus, je l'ai dit, partie réglementaire dans le Code de commerce, et vous avez un décret de 1978 que vous trouvez dans le Code civil par ailleurs. Première chose. Deuxième source du droit qui va nous intéresser ici, la jurisprudence.
La jurisprudence, c'est particulièrement important en droit des sociétés parce que eh bien, c'est une source qui apporte beaucoup de choses. Vous avez beaucoup d'arrêts importants, pas seulement du point de vue pédagogique, parce qu'on vous donne des commentaires d'arrêt, mais aussi du point de vue pratique, parce que, eh bien, souvent, c'est la Cour de cassation qui va donner une solution que les textes ne donnaient pas. Donc, la jurisprudence, c'est une source du droit qui est particulièrement importante pour le droit des sociétés. La jurisprudence qui nous intéresse, c'est essentiellement la jurisprudence de la Cour de cassation. Ce n'est pas une nouveauté par rapport à vos années précédentes. On étudie surtout des arrêts de la Cour de cassation parce que ce sont les arrêts qui ont la plus grande autorité. Alors, petit détail matériel, ce sont les arrêts les plus courts. Si on vous donne un arrêt de cour d'appel à analyser, vous avez peut-être 20 pages et ça coûte cher à reproduire à l'université. Mais bon, il y a un argument plus sérieux, c'est que la Cour de cassation, c'est la plus haute autorité de l'ordre judiciaire. Donc, ce sont surtout des arrêts de la Cour de cassation que vous aurez à étudier, avec une particularité, c'est que ces arrêts de la Cour de cassation, comme vous le savez, ils sont rédigés en langue Cour de cassation. Ça veut dire que la partie intéressante, c'est attendu que, et puis à un moment donné, on va vous dire mais attendu que, et là, en une phrase, vous avez le cœur de l'arrêt, et c'est là qu'on vous attend, parce que c'est l'analyse du mais attendu que qui vous est demandé. Bon. Ça a l'air drôle presque comme ça, de se battre sur une petite phrase, mais le cœur de l'arrêt, ce que dit la Cour de cassation, la réponse qu'elle donne aux problèmes de droit qui lui étaient posés, eh bien, vous comprenez que c'est ça que vous allez devoir étudier et mettre en contexte, c'est-à-dire que vous allez resituer cette solution de la Cour de cassation, vous allez la resituer par rapport au cadre juridique, par rapport au texte, par rapport à la jurisprudence antérieure. Donc voilà, eh bien, l'importance de la jurisprudence de la Cour de cassation. Précision d'actualité. Le 22 mars dernier, vous avez un arrêt de la Cour de cassation qui est venu changer un peu la donne, parce que la Cour de cassation, pour la première fois, a procédé à une manière de faire un peu différente. Elle a rendu un arrêt dans lequel elle a fait référence à la jurisprudence antérieure et elle est venue expliquer pourquoi elle statuait de telle manière. C'est-à-dire que précédemment, vous aviez des arrêts qui vous disaient « mais attendu que » telle solution, et c'était à vous, derrière, de reconstruire le puzzle, de reconstruire le raisonnement et de dire « ah, attention, c'est un revirement de jurisprudence parce que précédemment, la Cour de cassation statuait autrement et maintenant, elle nous donne telle solution. » Donc ça, c'est quelque chose qui a été remis en cause par cet arrêt. C'est un arrêt, donc, chambre commerciale de la Cour de cassation, 22 mars 2016, numéro de pourvoi pour que vous puissiez le trouver facilement sur Légifrance, numéro 14-14-218. Donc 14-14-218. Donc cet arrêt de la Cour de cassation, il va vous expliquer que la Cour de cassation, ça concerne la sanction de la vente à vil prix ou à prix indéterminable. On va vous dire que la sanction, c'est une nullité relative, mais ça concerne une vente, une cession de parts sociales, donc ça concerne aussi le droit des sociétés. Et donc, on va vous dire que c'est une nullité relative, mais on vous explique qu'il y avait des arrêts qui statuaient pour telle chambre dans un sens, pour telle chambre dans tel autre sens, et que la chambre commerciale vous dit quelle est maintenant sa solution avec une justification. On peut se dire, si on est universitaire et qu'on commente des décisions, ça y est, on me prend mon travail, il n'y a plus de travail pour moi puisque la Cour de cassation explique elle-même ses arrêts. Je n'ai plus d'activité professionnelle à part faire des cours et les filmer en direct sur Facebook. Voilà, c'est fini pour moi. Non, en réalité, maintenant, on va pouvoir se concentrer sur d'autres choses. C'est bien qu'on n'ait plus un doute profond sur le sens exact de tel ou tel arrêt, mais maintenant, on peut aller au-delà, on peut dire ce qu'on pense de la décision, si on est d'accord ou pas d'accord. Bref, je crois que c'est une bonne chose que la Cour de cassation explicite davantage ces arrêts. C'est un arrêt, encore une fois, important. J'ai mis un commentaire en ligne de cet arrêt sur
mon blog, donc vous retrouverez assez facilement ce commentaire avec Google ou avec un autre moteur de recherche. Première chose, donc, sur la jurisprudence. La jurisprudence, c'est d'abord celle de la Cour de cassation, ça peut être celle d'autres juridictions, ça peut être aussi celle de juridictions qui sont des juridictions qui ne sont pas purement nationales. Et je pense ici à une cour en particulier, à la Cour de justice de l'Union européenne. On n'a pas encore parlé du droit européen des sociétés. Vous avez la loi, mais la loi, souvent, résulte de textes européens. Je veux dire par là que vous avez la loi qui, eh bien, c'est la loi nationale, mais loi qui a été le fruit d'une transposition, puisqu'on a des directives qu'il faut transposer, directives qui font le droit des sociétés. Et donc vous avez sur le droit des sociétés par action et sur le droit des SARL, eh bien, vous avez un certain nombre de textes français qui résultent de la transposition de directives. Ces directives, pour savoir comment on les interprète et comment le droit national doit être interprété, eh bien, la Cour de justice de l'Union européenne va vous donner un certain nombre d'indications, et donc nous avons, par exemple, eh bien, je prends dans les arrêts récents un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 5 mars 2015 qui concerne, alors on est tout de suite au cœur du droit des sociétés, du droit technique des sociétés, quand vous avez une opération de fusion, donc une société qui absorbe une autre société, eh bien, est-ce qu'il y a transmission de la responsabilité pénale, c'est-à-dire que si la société absorbée, la société qui disparaît, a commis des faits répréhensibles, en l'occurrence, elle n'a pas respecté le droit du travail et elle encourt une amende, eh bien, est-ce que, une fois que la fusion est faite, cette société a disparu, elle a été absorbée, on pourrait dire rachetée, mais on verra que c'est plus compliqué que ça, par une autre société, est-ce que la nouvelle société, l'absorbante, est-ce qu'elle peut être condamnée pour les manquements au droit du travail faits par la première société? Qui pense qu'il n'est pas possible de condamner la société B qui a absorbé la société A pour des choses qui ont été faites sous l'empire de la société A? Je vois que massivement vous n'avez pas d'opinion. Qui pense qu'il est possible de condamner, mais vous vous réservez peut-être, voilà, je ne vais pas commencer à tourner mon téléphone, si je vais le faire après tout. On est dans l'artisanal, hein, je répète, c'est un cours, voilà. Donc voici l'amphithéâtre. Donc vous pensez que on peut condamner, c'est ça? Bien. Alors la solution traditionnelle du droit français, voilà, désolé pour ces tremblements, la solution traditionnelle du droit français, c'est qu'il n'y a pas de condamnation de l'absorbante pour des choses qui ont été faites par l'absorbé. C'est quoi le principe qui justifie ça? Et vous avez la culture juridique pour me répondre. Il y a un mot qui doit fuser de toutes vos bouches. Monsieur. Pardon? Idée de continuité? Ben justement pas. Pourquoi est-ce qu'en principe, on ne condamne pas la société B qui a absorbé la société A pour des choses qui ont été faites par la société A? Oui? Non-rétroactivité, c'est pas vraiment ça? Oui? Voilà, c'est personnel. Et donc le mot que j'attendais, c'était principe de... Oui, personnalité, non, personne ne l'a dit, personnalité des délits et des peines, c'est-à-dire qu'on ne peut condamner, articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on ne peut condamner une personne que pour des faits qu'elle a commis. Si vous condamnez la société B pour des faits qui ont été commis par la société A, eh bien vous êtes en train de condamner une personne qui n'est pas l'auteur des faits. Mais on a effectivement, et monsieur, effectivement, oui, c'est la question de continuité. Comment est-ce qu'on arrive à justifier cette condamnation? Eh bien, un moyen d'expliquer les choses, puisque la solution progressivement devient... Alors, pour le moment, ce n'est pas encore complètement renversé, la solution de non-condamnation. Mais on a cet arrêt important
donc Cour de justice de l'Union européenne du 5 mars 2015, qui admet une condamnation d'une société absorbante pour des violations du droit du travail faites par l'absorbé. Et pourquoi est-ce qu'on l'admet? Eh bien, une justification, c'est la continuité de l'entreprise. C'est de dire que c'est la même entreprise qui survit enfin, c'est pas l'entreprise, elle survit économiquement. C'est pas la même personne juridique, mais on peut se dire que c'est la même entreprise qui a changé d'exploitant et que finalement, en condamnant une société, on condamne une entreprise. Alors, ce n'est pas la même personnalité juridique, d'accord, mais on pourrait dire que c'est la même personnalité économique. Et donc, on accepte cette possibilité de voir la responsabilité pénale de l'absorbante engagée pour des faits qui ont été commis par l'absorbé. On peut aussi considérer que ça ne serait pas juste, sinon ça serait un moyen pour les sociétés d'échapper à leurs responsabilités en se faisant absorber par une autre société avec les mêmes actionnaires si possible, mais du coup en se purgeant d'une certaine manière de leurs responsabilités pénales. Alors, on reviendra sur ces questions de transmission de la responsabilité, mais vous comprenez que la jurisprudence joue un rôle très important puisque précisément les textes ne disaient rien. On a des textes sur le principe de personnalité des délits et des peines. On a un texte en matière de fusion qui dit qu'il y a transmission universelle du patrimoine, mais la responsabilité pénale, elle n'est pas dans le patrimoine. Donc, progressivement, on a la jurisprudence qui va nous donner la solution sur est-ce qu'il y a transmission de responsabilité. Je rappelle, pour que les choses soient claires, que le principe, c'est quand même que la personnalité des peines joue et que, pour des infractions pénales, il n'y a pas de condamnation de l'absorbante pour des faits, pour des délits commis par l'absorbé. Mais progressivement, la jurisprudence remet en cause ce principe et l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne nous dit, pour des infractions contraventionnelles du droit du travail, que cette condamnation est possible. La solution première, en droit français particulièrement, c'est que cette condamnation n'est pas possible. Ça, c'était sur la jurisprudence. Troisième point, troisième source du droit, la doctrine. La doctrine, ce sont les auteurs qui vont écrire sur le droit des sociétés. Qu'est-ce que ça vaut? Vous me direz, ça vaut autant que les auteurs. Donc, ce qu'écrit Dondero, par exemple, est-ce que ça vaut grand-chose? Bon, je ne sais pas, c'est pas très clair. Bon, moi, je préfère un tel autre. Pourquoi pas? En tous les cas, la doctrine, ça n'est que l'opinion de personnes qui sont soit des universitaires, soit des avocats spécialisés de la matière. Parfois, c'est une doctrine plus structurée, parce que vous avez des associations professionnelles. Je ne sais pas, par exemple, l'Association française des juristes d'entreprise, la FJE, peut prendre des positions. En droit des sociétés, vous avez l'ANSA ou l'ANSA, suivant les accents, l'Association nationale des sociétés par action, qui va vous donner un certain nombre de réponses à des questions compliquées. Donc voilà, vous avez, c'est de la doctrine professionnelle, mais une doctrine qui est une doctrine particulièrement importante parce que souvent, elle va répondre à des questions qui n'ont pas reçu de réponse dans les textes ou au niveau de la jurisprudence. Donc la doctrine, c'est une source de droit qui n'est pas à négliger. Et puis, dernier point, nous avons les autres sources. Alors, les autres sources du droit des sociétés, qu'est-ce que c'est? Nous avons, par exemple, des autorités administratives indépendantes, comme l'autorité des marchés financiers, qui vont exprimer des opinions ou qui vont formuler des règles. L'autorité des marchés financiers, l'AMF, on aura l'occasion d'en parler, c'est une autorité administrative indépendante qui va, notamment surveiller la manière dont les sociétés cotées en bourse, pour faire simple pour le moment, communiquent, donnent de l'information au marché, et elle va formuler des règles, notamment, elle va s'intéresser à la gouvernance des sociétés, donc à l'information qu'elle diffuse. Voilà, l'autorité des marchés financiers, c'est une source aussi
du droit des sociétés. On peut citer comme autre source également les réponses ministérielles. Un parlementaire va interroger le gouvernement et le ministre correspondant, pour ce qui nous intéresse, soit la chancellerie, soit le ministère de l'économie et des finances, vont donner des réponses à des questions techniques importantes. Donc voilà le genre de source qui peut intéresser aussi le droit des sociétés. Je dirais que pour les sources, en insistant sur le caractère à la fois national et international de ces sources, pour ce qui va nous intéresser, nous on va partir de la loi et du code civil, mais il ne faut jamais perdre de vue l'influence du droit européen des sociétés. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on parle de société, on peut parler de manière technique, de manière juridique. On peut se dire que, eh bien, oui, il faut regarder ce que disent les textes, point. Mais il faut penser aussi qu'il y a une concurrence entre les États au niveau du droit des sociétés. Concurrence, alors qui se joue beaucoup, bien évidemment, sur la fiscalité. Si je dois créer une entreprise, j'ai peut-être plus envie de la créer dans un État où la fiscalité est plus intéressante. Je crois que l'actualité vous offre assez d'illustrations de ce que ça peut produire à la fois comme situation et comme réaction. Est-ce qu'il est normal qu'on puisse créer dans un État européen une société où le bénéfice va être taxé de manière extrêmement faible, alors qu'on n'a quasiment aucune activité dans cet État européen et que toute l'activité va être exercée dans un autre État européen? Et de cette manière, on va éviter, alors je vois déjà beaucoup de réactions sur mon écran, donc je n'ouvre pas ici le débat politique, mais voilà, c'est une situation qu'on peut rencontrer. J'insiste sur quoi ici? J'insiste sur le fait que chaque droit national des sociétés est en concurrence avec d'autres droits nationaux. Le droit irlandais en est un exemple. Une partie, je crois, relativement importante de l'économie irlandaise est basée aujourd'hui sur le fait que des sociétés viennent installer leur siège et viennent installer des salariés, qui sont les salariés qui travaillent au siège, pour exercer une activité dans d'autres États membres de l'Union européenne. Bon, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est à prendre en considération. Si vous vous dites, nous, on veut avoir un droit des sociétés qui soit extrêmement sévère, extrêmement contraignant, parce que nous, en France, on est très attachés à l'idée qu'il faut respecter à tout prix le moindre droit de l'actionnaire minoritaire, eh bien, vous allez avoir un phénomène où les sociétés vont partir s'installer ailleurs qu'en France. Je le dis parce que c'est du réalisme juridique. Ce n'est pas la peine de faire des lois qui soient des lois très contraignantes si le seul résultat, c'est de faire fuir les entreprises. Après, bien évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi et dire « mais chez nous, c'est simple, il n'y a pas de règles, et puis comme ça, venez tous installer votre entreprise chez nous ». Bien sûr, il faut un juste milieu, bien sûr, il faut une concertation et une coordination au niveau européen, mais c'est important de savoir qu'il y a ce phénomène de concurrence entre les différents droits des sociétés au sein de l'Union européenne et à l'égard d'autres États. Je vous le dis parce que c'est de la culture juridique, économique de base. Vous avez un État américain, par exemple, qui est le Delaware, qui concentre la grande majorité des créations de sociétés américaines. Parce que c'est très facile, parce que ça coûte pas cher de créer une société dans cet État. Voilà, c'est un droit qui est beaucoup utilisé. Le résultat, d'ailleurs, c'est que ça favorise la création parce que les avocats connaissent de mieux en mieux ce droit et puis progressivement, les autres droits des autres États américains vont être moins utilisés. Bon, voilà, je ne sais pas s'il y a beaucoup de sociétés créées par certains États américains. Après, bien évidemment, il y en a peut-être qui recourent au plus simple, au plus près de chez eux, mais le droit du Delaware, par exemple, c'est typiquement le droit américain qui est le plus utilisé pour les créations de sociétés. Est-ce qu'il y a une faiblesse particulière du droit français des sociétés? Je ne crois pas. Du point de vue fonctionnement du droit, on a des sociétés qui fonctionnent, à mon sens, de manière satisfaisante, parfois compliquée, mais il ne faut pas se dire que d'autres droits sont magiques, sont à la fois beaucoup plus simples et beaucoup plus efficaces. Quand vous faites un droit des sociétés,
vous devez vous poser les mêmes questions. Comment ça fonctionne une société? Qui la dirige? Quels sont les pouvoirs de celui qui dirige la société? Comment est-ce qu'on réunit les associés? Bon, c'est des choses qui sont, comment dire ça? C'est des questions qui sont inévitables. Il n'y a pas un moyen magique d'éviter de répondre à ces questions et dire, voilà, notre droit à nous, il est archi simple, il ne pose jamais de difficultés. Les mêmes questions vont se poser à tous les droits. Bon. Alors, ça, c'était sur les sources du droit des sociétés. Et donc, c'était notre paragraphe premier. Paragraphe 2 de cette introduction, on va attaquer la définition et la classification des sociétés. Donc, tout d'abord, grand A, définition de la société. Définition de la société, c'est assez amusant parce que vous savez, j'ai en direct les réactions sur Facebook, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je prononce le mot européen ou le mot fiscalité, je vois passer, vous savez, des petits bonshommes qui font une grosse bouche ou qui font une tête pas contente, voilà, comme ça. Donc, bon, c'est assez amusant comme phénomène, mais voilà. Alors, oui, petite précision, je ne peux pas avoir une série d'écrans devant moi, mais ce cours s'accompagne d'une part d'une page Facebook où vous pouvez poser des questions. Je n'y réponds pas forcément le jour même, mais j'essaye d'y répondre quand même avec réactivité. Et par ailleurs, vous avez la possibilité sur Twitter d'échanger. Alors, quand je dis j'ai pas plusieurs écrans devant moi, c'est que habituellement j'utilisais Twitter pour répondre, enfin pas pour répondre, pour voir les observations que vous faisiez pendant le cours. Là, aujourd'hui, comme je suis filmé, alors j'ai un seul téléphone, pardon, j'ai des moyens réduits, mais voilà, quand ça viendra, j'aurai des drones autour de moi qui me filmeront avec plusieurs caméras. Et bon, une fois le cours fini, n'hésitez pas, si vous avez des choses qui n'étaient pas claires, à le dire sur Facebook. Enfin, pas oui, c'était pas clair le cours de Don Déroy, mais voilà, éventuellement, dites-le moi, comme ça, je pourrai répondre à vos questions. Alors, l'avantage de la page, j'ai créé donc une page Facebook sur ce cours de droit des sociétés. L'avantage, c'est que si un ou une pose la question et que j'y réponds, les autres ne posent pas la question. Voilà. L'idée, c'est que vous voyez, non mais c'est pas interdit de reposer la question, et je dirais peut-être j'ai déjà répondu et je redonnerai la réponse, mais c'est ça l'avantage d'utiliser Facebook pour ça. Et Twitter, par ailleurs, ça permet d'avoir des échanges. Alors, je vous dis d'habitude, je l'utilise pendant le cours. Là, avec Facebook, j'ai des commentaires, mais qui sont des commentaires plus, j'ai l'impression, de personnes extérieures, parce que c'est normal que vous me regardiez moi pendant que je fais cours, et que vous qui êtes ici dans l'amphi, vous ne soyez pas en train de regarder votre écran. Ah ben tiens, c'est le même, voilà, c'est drôle. Voilà. Bon, je rappelle que pour ceux qui feraient des commentaires, j'en ai pas encore vu, mais je regarde pas tout pendant que je fais cours, que ce n'est pas une prestation particulière, je me filme en train de faire mon cours. Voilà, je ne suis pas en train de monter un cours filmé avec plusieurs caméras. Voilà, c'est simplement, je le répète, pour que vous ayez accès à la vidéo pour revoir le cours s'il y a un passage qui n'était pas clair. Ça permet aussi à ceux qui ne sont pas là de voir comment se déroule notre cours. Donc, définition de la société. Premier point, le mot société a deux sens. Le mot société a deux sens parce que quand on parle d'une société, ça désigne à la fois le groupe des associés et ça désigne à la fois l'entité, la personne morale qu'est la société. Une société, c'est traditionnellement un groupe de personnes qui se réunissent. On verra que le droit permet aussi de faire des sociétés tout seul, une société unipersonnelle, il y en a beaucoup, mais une société, traditionnellement, ce sont plusieurs personnes qui se mettent ensemble pour précisément faire une entreprise. Donc, société, c'est le groupe des associés. Quand on dit on va faire une société, on veut dire on va se mettre en société, on va faire un contrat de société. Contrat au sens droit des obligations que vous avez étudié, que vous étudierez pour certains d'entre vous avec votre serviteur. Première chose. Deuxième sens du mot société, c'est l'entité, c'est la société personne morale. Si vous êtes salarié d'une société, si vous faites un stage dans une société, vous allez signer un contrat, contrat de travail, convention de stage, et vous allez le signer avec qui? Vous aurez
une personne physique qui va signer devant vous votre contrat de travail, mais si c'est une société pour laquelle vous travaillez, votre co-contractant, c'est la personne morale, c'est une personne juridique. Vous avez déjà un peu vu ces questions de personnalité morale, mais l'idée, vous le savez, c'est que le droit reconnaît comme des personnes juridiques, non seulement vous et moi, les personnes physiques, je compte bien qu'il y ait quelques robots parmi vous, mais pour les personnes physiques, donc ce sont des personnes juridiques, des personnes que le droit anglais, par exemple, appelle ou le droit américain plutôt les natural persons, donc les personnes de chair et de sang, ce sont ce que nous on appelle les personnes physiques. Et vous avez par ailleurs donc les personnes, alors nous on les appelle personnes morales. Personnes morales, on vous l'a déjà dit, c'est bizarre comme nom parce que ce ne sont pas des personnes et la morale n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Pourquoi on parle de morale? On veut dire non physique, mais le contraire de physique, est-ce que c'est moral? Bon, c'est pas très heureux comme définition. On peut parler aussi de personnes, quand on parle de legal persons, où le droit italien parle de personnes juridique, donc de personnes juridiques, est-ce que c'est juste comme appellation? Est-ce que c'est juste de dire que ce sont des personnes légales, des personnes juridiques? Monsieur? Voilà, exactement. Les personnes physiques sont aussi des personnes juridiques. Si on voulait être exact, il faudrait dire des personnes du seul point de vue juridique. Là, on serait juste. Mais en réalité, ça marche pas. Enfin, ça marche pas. C'est commode et quand on dit personne morale, on sait ce que l'on veut dire, on sait ce que l'on entend par là. Il n'empêche que ça n'est pas extrêmement cohérent de parler de personne morale, mais l'idée, c'est bien qu'une société, peut-être, c'est pas automatique. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des sociétés qui ne sont pas des personnes morales, mais l'idée est qu'une société peut être une personne du point de vue du droit, et donc c'est une personne morale. Si vous signez votre contrat de travail avec un employeur qui est une société, ça veut dire que votre employeur, celui qui vous doit votre salaire, celui qui vous doit un certain nombre d'obligations, celui auquel vous devez la prestation de travail, eh bien, ça n'est pas monsieur un tel DRH ou monsieur un tel directeur général ou président de la société, c'est la personne morale de la société. Est-ce que ça change quelque chose? Oui, ça change pas mal de choses parce que, par exemple, si vous êtes un fournisseur, vous signez un contrat avec une société. Vous allez être payé, vous espérez être payé. Vous allez vous retrouver confronté à une société. Si le patrimoine de la société ne permet pas de vous payer, qu'est-ce que vous pouvez faire? On vous dit, désolé, il n'y a rien dans les caisses de la société. Vous avez envie de vous tourner vers qui? Vers les dirigeants ou vers les associés. Vous savez qu'il y a des associés qui sont particulièrement riches dans cette société. Est-ce que vous pouvez leur demander de vous payer si la société ne vous paye pas? En principe, non. Sauf société particulière ou sauf si vous avez demandé un contrat de cautionnement, une garantie des associés, votre débiteur, c'est la société. Donc vous ne pouvez pas vous faire payer par une autre personne que la société, par principe, puisque votre co-contractant, c'est la société. Donc, c'est important, cet aspect de société personne morale. Donc il faut bien comprendre qu'il y a deux sens au mot société, le groupe des associés, d'une part, et la personne morale, la société en tant que personne morale, d'autre part. Parfois, il peut y avoir un doute. Quand on dit que la société est engagée, est-ce que ça veut dire que c'est la personne morale ou est-ce que ça veut dire que c'est le groupe des associés? Généralement, c'est la personne morale, mais si la société n'a pas la personnalité morale, est-ce que ça veut dire que personne n'est engagé parce qu'il n'y a pas de société en tant qu'entité autonome, ou est-ce que ça veut dire que ce sont les associés qui sont engagés? Bon. Voilà une des questions auxquelles nous essaierons de répondre. Deuxième point, société et entreprise.
on est en train de définir ce qu'est la société, et en définissant ce qu'est la société, on rencontre assez vite une notion qui est proche, qui est une notion économique, avant d'être juridique, qui est la notion d'entreprise. Alors, c'est quoi une entreprise ? Petite définition juridique, enfin, petite définition courante, donnée par l'amphithéâtre. La partie interactive de ce cours. Monsieur, lancez-vous parce que... Non, non, vous... C'est une activité. Alors, c'est une activité, d'accord ? Une activité, mais il faut tout de suite ajouter... Organisée. Oui, avant... Économique. Et voilà, une activité économique, organisée. Qu'est-ce qu'il y a aussi dans l'idée d'entreprise qu'on n'a pas... Organisation, c'est bien, mais après tout, quelqu'un qui vend des sandwichs dans la rue, c'est une entreprise. Il n'est pas très organisé, si ce n'est qu'il doit faire ses sandwichs avant de les vendre. C'est une organisation assez légère. Après, il y a peut-être des problèmes sanitaires, donc il va peut-être faire en sorte que les sandwichs soient conservés. Bon, on peut développer ça assez longtemps, on ne va pas le faire, mais il y a peut-être une idée encore. Quand vous parlez d'activité, on a envie d'ajouter indépendante. Parce qu'une entreprise, en principe, eh bien, c'est une activité qui se distingue des autres entreprises. Donc il y a l'idée d'activité économique, c'est important, indépendante, avec un certain niveau d'organisation. Est-ce que l'entreprise, c'est la même chose que la société ? Déjà, est-ce qu'il peut y avoir une entreprise sans société ? Il y en a plein, ça s'appelle comment ? Ben c'est par exemple, c'est avant tout les entreprises individuelles. Une personne physique qui monte une activité économique ne fait pas forcément une société, et donc elle a une entreprise individuelle. Le patrimoine de l'entreprise, c'est le patrimoine de cette personne physique. Est-ce que c'est bien de faire ça ? Oui, c'est bien de faire des entreprises. Non, mais au-delà des idées générales, est-ce que c'est bien du point de vue protection de votre patrimoine ? Et je vous mets tout de suite sur la voie. Est-ce que c'est bien d'avoir une entreprise où c'est dans votre patrimoine qu'est logée l'entreprise ? Monsieur ? Non, les dettes du patrimoine de l'entreprise sont les biens. Absolument. Les dettes liées à l'entreprise vont avoir, si elles vont dans mon patrimoine, vous savez qu'un patrimoine, il y a une partie active, biens, droits, créances, et une partie passive avec les dettes. Si, et donc la partie active répond de la partie passive, on appelle ça comment ? Le principe d'universalité du patrimoine, tout l'actif répond de tout le passif, et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les actifs répondent de toutes les dettes. Donc si mon entreprise est dans mon patrimoine, ça veut dire que mes biens, ma voiture, ma maison, mon argent qui me sert à vivre, à me nourrir, eh bien tout ça, ça répond des dettes de l'entreprise. Donc si par exemple ma vente de sandwich dans la rue tourne mal parce que j'empoisonne systématiquement les gens, je vais avoir des actions en responsabilité contre moi, et ces actions en responsabilité, elles vont faire naître des dettes qui vont être dans mon patrimoine, et les personnes qui veulent recouvrer leurs créances, les personnes empoisonnées ou leurs héritiers, eh bien, vont pouvoir saisir, oui, je suis déjà dans le tragique, ces personnes vont pouvoir saisir mes biens, et donc ça, c'est pas forcément très drôle. Donc, on veut éviter ça, et c'est une des raisons pour lesquelles on va créer des sociétés, parce que quand vous créez une société, votre entreprise, vous la mettez dans le patrimoine d'une personne morale qui est là pour exploiter l'entreprise. On a des entreprises sans société. Est-ce qu'on a des sociétés ? Alors, on pourrait ajouter aussi qu'il y a d'autres cas de figure, une association
qui exploite une entreprise, c'est une entreprise sans société. Des personnes qui sont en indivision, qui exploitent une entreprise, elles ne sont pas en société. On peut trouver d'autres hypothèses, donc d'entreprises sans société. Est-ce qu'on peut avoir une société sans entreprise ? Non ? Est-ce qu'une société qui serait propriétaire d'un bien, un immeuble par exemple, dans lequel certains associés sont logés, société civile immobilière, SCI, ce n'est pas une forme de société particulière, la SCI, mais c'est une société civile, ça c'est une forme particulière, mais la société civile immobilière en tant que telle, ce n'est pas une forme juridique particulière. Est-ce que cette société exploite une entreprise ? Mais si elle se contente de loger les associés, a priori, ça n'est pas une entreprise. Donc on peut rencontrer des hypothèses de sociétés qui n'exploitent pas une entreprise. Ce ne sont pas donc la même chose que société et entreprise. Souvent on utilise les deux notions l'une pour l'autre, mais ce n'est pas la même chose. Faites attention dans un commentaire ou dans une dissertation à ne pas parler de société pour l'entreprise. Vous pouvez le dire à un moment. Et l'intérêt de la société, ça peut être précisément l'intérêt de l'entreprise. Mais méfiez-vous, ne parlez pas systématiquement, n'utilisez pas le mot entreprise à la place de société. En réalité, si on veut dire clairement les choses, la société, c'est l'entrepreneur. La société, c'est la personne qui exploite l'entreprise. Ça peut être une personne physique, l'entrepreneur, mais ça peut aussi être une personne morale. Et dans ce cas-là, ça veut dire que c'est la société qui est l'entrepreneur. Ça se confond et politiquement, on fait souvent le rapprochement en disant l'entreprise, ça n'est pas que les actionnaires, c'est aussi les salariés, par exemple. Oui, c'est un débat important, mais il faut comprendre que juridiquement, la société, ça n'est pas l'entreprise. La société, c'est la structure juridique de l'entrepreneur. Donc, société et entreprise, c'est une distinction importante à faire. Troisième point, dans cette définition de la société, il faut parler des éléments constitutifs de la société. Et c'est là qu'on va prendre un texte pour commencer, qui est ce fameux article 1832 du Code civil dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le texte, le premier texte, sur le droit des sociétés dans le Code civil. Alors, ce texte nous dit, il est relativement court donc je peux le lire, la société, alors ne le prenez surtout pas en dictée, on n'est pas là pour dicter des articles, vous notez la référence, article 1832, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Le texte ajoute, la société peut être instituée dans les cas prévus par la loi par l'acte de volonté d'une seule personne. Et dernier point, on nous dit, les associés s'engagent à contribuer aux pertes. Dans le texte, vous avez deux des trois éléments constitutifs d'une société. Premier élément, ce sont les apports. Les apports, c'est quoi? C'est la valeur que les associés mettent dans la société. Donc, premier élément constitutif dans le contrat de société, les apports, c'est-à-dire la valeur que les associés mettent dans la société. On vous dit, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie. Des biens ou leur industrie, ça veut dire de l'argent ou d'autres biens, un immeuble, un brevet, un fonds de commerce. Donc on met des biens dans la société. Leur industrie, c'est quoi? C'est un mot ancien qui désigne l'activité. Des associés peuvent ne pas mettre d'argent
dans la société, ou pas apporter un bien, mais apporter leur activité. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle un apport en industrie. Quand on va voir cet apport, on verra qu'il a un certain nombre de particularités. Il donne droit en contrepartie à des parts ou à des actions particulières, parce que si vous apportez votre activité, en principe, vous ne pouvez pas céder vos parts ou vos actions, parce que c'est votre activité personnelle que vous mettez dans la société. Si vous transférez vos parts ou vos actions, c'est une autre personne qui ne va pas apporter la même activité. Enfin, on a un problème dans ce cas-là, et voilà pourquoi les parts ou les actions d'industrie sont généralement considérées comme incessibles. Premier élément, donc, les apports. Deuxième élément, présent dans l'article 1832, l'intention de participer au résultat. Dans le contrat de société, premier élément, les apports, on a dit qu'on mettait une valeur dans la société. Ça, c'est un élément tangible. Deuxième élément, c'est l'intention de participer au résultat. Et c'est moins tangible parce que c'est une intention. L'idée, c'est qu'on fait une société en espérant un bénéfice et en courant un risque. Le texte vous dit qu'on est là, on a fait cet apport en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Ça, c'est le positif. Si on fait une société, si on se réunit, si on organise une entreprise ensemble, c'est parce qu'on espère gagner de l'argent ou, dit le texte, profiter d'une économie. Ça veut dire quoi, profiter d'une économie? Ça veut dire que, par exemple, on fait une société qui achète un bien et qui après va nous louer le bien à un tarif qui va être plus intéressant que si chacun d'entre nous allait louer le bien ponctuellement. Ça, c'est profiter d'une économie. La plupart des sociétés sont faites pour partager un bénéfice. Donc l'idée, c'est que on monte ensemble une activité. Cette activité, on espère qu'elle va être bénéficiaire. Et chaque année, on va regarder si notre société a fait des bénéfices. Et si c'est le cas, on va se partager les bénéfices. En assemblée, on va constater que l'année passée, nous avons fait 50 000 € de bénéfices. Ce bénéfice, on va décider ensemble, entre associés, d'en distribuer tout ou partie. Et à ce moment-là, chaque associé va recevoir un dividende, donc une partie du bénéfice de la société. Ça, c'est l'aspect positif. Mais attention, quand on est en société, on vous dit aussi, les associés s'engagent à contribuer aux pertes. Ça veut dire quoi, les pertes? Ça veut dire que la société peut faire une activité qui ne marche pas, et une activité qui conduit la société, précisément, à subir des pertes. La société n'a pas à gagner d'argent. Son patrimoine, on avait apporté 10 000 € l'année passée, quand on avait constitué la société. La société a acheté des biens qu'elle espérait revendre. Ces biens, ça n'a pas marché. Elle les a revendus, mais pas bien. Elle en a gardé certains. Bref, aujourd'hui, on voit que le patrimoine de la société, il est de 6 000 €. On a eu des pertes pour moins 4 000. Si on arrête aujourd'hui l'activité de la société, on constate que son patrimoine, qui était de 10 000, ça correspondait à nos apports, est maintenant de 6 000. Si on arrête la société, on va se partager le patrimoine de la société, et à ce moment-là, on va se rendre compte qu'on ne peut pas reprendre intégralement ce qu'on avait apporté. Quand on dit les associés s'engagent à contribuer aux pertes, ça veut dire que les associés doivent tous supporter une partie des pertes de la société. On verra une notion importante, c'est la notion de clause léonine qui est interdite en droit des sociétés. Il n'est pas possible que certains associés échappent à la contribution aux pertes. On est 10 associés, on a mis 1 000 € dans mon exemple, et à la fin, il ne reste plus que 6 000 € à se partager. Est-ce qu'il est possible que certains repartent avec leurs 1 000 € pendant que d'autres repartent avec 0 €? La réponse est non, parce que sinon ça veut dire qu'il y a des clauses léonines dans la société. Et ça, ce n'est pas admis par le droit des sociétés. On verra qu'il y a un article qui l'interdit. Après, ce qui est plus compliqué, c'est que parfois on a des clauses
qui produisent le même effet. Qu'est-ce qui se passe quand un associé a un engagement d'un autre associé qui lui dit si vous voulez quitter la société, je vous rachète vos parts ou vos actions pour 1 000 euros. Ça veut dire que moi, associé qui ai mis 1 000 euros dans la société, j'ai la garantie de pouvoir repartir avec mes 1 000 euros. On verra que c'est une question particulièrement sensible. La réponse de principe, ça devrait être que, à la question que je viens de poser, c'est que ce n'est pas une clause léonine parce que ça concerne les relations individuelles entre associés. Mais on verra que la jurisprudence n'est pas toujours hyper réceptive à cette approche. Donc, intention de participer au résultat. Et troisième élément du contrat de société, qui n'est pas dans le texte, mais qui est donné par la jurisprudence avec un nom latin, c'est l'affectio, comme affection, mais avec pas de N à la fin, societatis, c'est-à-dire le sentiment d'être associé. Donc, troisième élément, qui n'est pas dans le texte, mais qui est ajouté par la jurisprudence, c'est l'affectio societatis. Ça permet de distinguer le contrat de société d'autres situations. Je vais prendre un exemple. Une personne apporte son activité à une entreprise. Elle reçoit une rémunération en contrepartie de cette activité. Est-ce que c'est un contrat de société ? Est-ce que c'est exclu que ce soit un contrat de société ? Ce n'est pas forcément un contrat de société, parce qu'un salarié, précisément, apporte son activité à une entreprise et reçoit une rémunération. Un associé qui apporte son industrie, son activité, si la société est bénéficiaire, il reçoit une rémunération. Donc ça peut être à la fois un contrat de travail et un contrat de société. On est d'accord là-dessus ou pas ? Mais la différence, c'est que le salarié, en principe, est payé quel que soit le résultat fait par l'entreprise, alors que si l'associé n'a qu'un droit au bénéfice, il faut qu'il y ait un bénéfice pour qu'il perçoive une rémunération. On est d'accord ou pas ? C'est clair ça ? Je préférerais un oui franc et massif. Est-ce que c'est clair ça ? Bon, on va dire que c'est clair, mais que vous êtes encore timide. Bon, maintenant, à côté de ça, on peut avoir une situation qui est plus compliquée. Imaginons un salarié qui est rémunéré, qui a un salaire, mais avec une rémunération variable. Il est rémunéré plus si l'entreprise fait de bons résultats. Est-ce qu'il est salarié ou est-ce qu'il est associé ? Il a peut-être une rémunération fixe très basse, au minimum légal, et une rémunération variable très importante. Et finalement, il touche peut-être 10 fois sa rémunération fixe en rémunération variable. Est-ce qu'il est associé ou est-ce qu'il est vraiment salarié ? Ça peut être difficile de le savoir juste en regardant son activité, parce que c'est la même qu'il soit salarié ou qu'il soit apporteur en industrie, et le fait qu'il perçoive une rémunération, finalement, on peut se dire que la rémunération fixe, elle n'est pas si importante que ça. Et donc, on va aller regarder ce troisième élément qui est l'affectio societatis. C'est le fait de se sentir associé, c'est le fait de se comporter comme associé. Qu'est-ce qu'on va regarder ? On va regarder s'il y a des assemblées des associés, est-ce que cette personne vient participer aux assemblées, par exemple ? Est-ce que cette personne s'intéresse à l'activité de la société ? Ou est-ce qu'elle se comporte de manière plus détachée ? Elle fournit son activité, mais ça s'arrête là. Vous voyez, c'est pas facile quand même, parce qu'un salarié va forcément s'intéresser beaucoup à l'activité de l'entreprise la plupart du temps. Mais quand même, on comprend que là, c'est s'intéresser à la société. Donc si on est présent dans les assemblées, dans les organes sociaux, on montre plus
son affectio societatis que si on est plus éloigné. En tous les cas, donc, on a ici les 3 éléments du contrat de société qui sont donc, premier élément, les apports, deuxième élément, l'intention de participer au résultat, troisième élément, l'affectio societatis, en précisant que ce dernier élément n'est pas dans le texte de l'article 1832, mais se trouve dans la jurisprudence. Donc, une société, on peut la définir comme le contrat de société, comme le définit l'article 1832, avec ces 3 éléments. La société, c'est le contrat où les associés font un apport pour participer au résultat et ont l'affectio societatis. Ça, c'est une première définition de la société. Et une autre définition, c'est la société, c'est une entité, donc une personne morale, qui apparaît quand un contrat de société a été conclu ou quand une personne a fait une société unipersonnelle. Ça, c'était donc grand A, la définition de la société. Et grand B, et nous allons consacrer nos dernières minutes aujourd'hui à cela, grand B sur les distinctions, on va évoquer plusieurs grandes distinctions entre les sociétés. Première distinction, elle sera fondée sur la personnification de la société, c'est-à-dire les sociétés avec personnalité morale d'un côté, les sociétés sans personnalité morale de l'autre. Donc société avec personnalité morale d'un côté, société sans personnalité morale de l'autre, première distinction. Deuxième distinction, distinction fondée sur la commercialité, société civile d'un côté, société commerciale de l'autre. Troisième distinction en fonction de l'importance accordée à la personnalité des associés. C'est la distinction société de personnes, société de capitaux. Société de personnes, société de capitaux. Quatrième distinction fondée sur le mode de financement de la société. Vous avez des sociétés qui se financent par appel, alors on disait autrefois appel public à l'épargne. On n'utilise plus ce terme, mais on va le garder juste pour cette présentation. Appel public à l'épargne, ça veut dire qu'une société peut, quand elle a besoin d'argent, se tourner vers les associés, mais ce n'est pas de l'appel public. Se tourner vers un banquier, c'est toujours pas de l'appel public, ou elle peut rendre public le fait qu'on peut acheter les actions de la société. Elle peut être cotée en bourse, ou elle peut recourir à un autre moyen de publicité, mais dans ce cas-là, ça veut dire que toute personne intéressée a la possibilité de devenir actionnaire de la société. Et c'est là qu'il va y avoir des règles supplémentaires qui vont s'appliquer, parce que vous comprenez que ça peut être, ça a été, ça peut être encore le moyen d'arnaque terrible. On peut vous monter des projets incroyables, vous dire, je prends un exemple dans l'actualité récente, mais on peut vous dire qu'on va créer un projet de bus qui va rouler par-dessus les voitures parce qu'il est surélevé, et on vous dit qu'il y a déjà des millions qui ont été, plein de gens ont dit « Ah mais c'est formidable !» Et avec Internet, vous pouvez mettre en place une série d'arnaques incroyables. Alors je ne sais pas, je ne fais que me référer à des articles que j'ai vus, je n'ai pas été approfondir, peut-être que c'est un projet absolument promis à un avenir incroyable, mais il n'empêche que vous comprenez qu'aller chercher dans le public du financement, si vous laissez faire les choses sans contrôle, ça peut être le moyen de convaincre plein de gens d'investir dans des choses qui n'ont d'avenir que votre succès à vous, égoïste fondateur d'un projet qui n'existera pas. Bien, ceci étant dit donc, voilà les 4 distinctions qu'on va voir, mais comme il nous reste 2 minutes, je vous remercie de cette attention, je remercie les 250 personnes qui étaient connectées en même temps, j'espère que ce n'était pas vous qui étiez tous en même temps. Non, mais il est gentil, mais pour lui faire plaisir, allez, on se connecte discrètement. Voilà, bon. Merci en tous les cas à tous, et donc on se voit demain pour la suite de cette introduction. Merci.